Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. Ce que tu as aujourd'hui est le reflet exact de qui tu es, pas de ce que tu rêves ni de ce que tu publies. La vie ne négocie pas avec des désirs vides, ni avec des affirmations devant le miroir. Elle répond sans pitié à la vibration et à l'identité que tu maintiens, même quand personne ne te regarde. Peu importe combien de livres tu lis, ni combien de conseils tu cherches, si tu n'oses pas démonter les habitudes et les pensées qui te gardent au même endroit. La véritable transformation n'est pas un tour de motivation, ni un relooking pour les réseaux sociaux. C'est un processus exigeant, souvent inconfortable, où chaque pensée, chaque réaction et chaque décision font partie du coût que tu es prêt à payer pour une vie différente. Le stoïcisme nous rappelle quelque chose de brutalement simple. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Arrête de chercher des raccourcis, des formules miracles ou des excuses externes. Si tes résultats ne te plaisent pas, alors reprogramme ton mécanisme mental et ajuste ta discipline. La cohérence est le filtre le plus brutal de la réalité. Ce que tu penses et ce que tu fais, tôt ou tard, s'alignent et définissent ton destin. Ici, il n'y a pas de secret, il y a de la responsabilité. Aujourd'hui, je te défie de cesser d'être l'otage de tes impulsions et de prendre le contrôle de ton énergie intérieure. Car si tu n'es pas capable de gouverner ton monde intérieur, l'extérieur ne changera jamais pour toi. 1. Sois cohérent entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Il n'y a rien de plus destructeur que de vivre divisé à l'intérieur. Si votre esprit va d'un côté et vos actions de l'autre, vous n'êtes rien d'autre qu'une contradiction sur pattes. C'est simple, personne ne respecte quelqu'un qui dit une chose et en fait une autre, et la vie non plus. Le prix de l'incohérence est extrêmement élevé, même si vous voulez l'ignorer. Cela vous vole de l'énergie, fragmente votre identité et vous laisse toujours à mi-chemin. Assez de vous justifier avec des phrases comme « je ne suis pas encore prêt » ou « quand les conditions seront réunies, je le ferai ». C'est la voie de l'auto-tromperie, celle qui vous maintient à tourner en cercles invisibles pendant que les jours passent et que rien de réel ne change. Le premier pas vers toute transformation profonde est de cesser de négocier avec votre propre voix intérieure. Si vous savez que quelque chose est juste, faites-le. Si quelque chose vous détruit, laissez-le. Point. Ne cherchez pas de raccourcis mentaux ni d'excuses sophistiquées pour continuer à retarder ce que vous savez que vous devez affronter. Il y a une dette qui s'accumule chaque fois que vous trahissez ce que vous pensez. C'est une fracture dans votre caractère et un poids qui finit par écraser votre estime de soi. La cohérence n'est pas un luxe, c'est la base sur laquelle repose tout le reste. Quand ce que vous pensez, ressentez et faites est aligné, vous cessez de traîner ce sentiment d'agir pour les autres ou de nécessiter une validation externe. Vous êtes vous-même, vraiment, sans fioritures ni masques empruntés pour vous intégrer. Beaucoup de gens vivent préoccupés par ce qu'ils semblent en public et se permettent 1000 contradictions en privé, comme si l'univers ne prenait pas note. Mais cette double vie vous coûte cher, même si vous pensez que personne ne le remarque. La véritable discipline commence lorsque vous cessez de vous trahir dans les petits détails, dans ce que personne ne voit. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la vérité, vous vous affaiblissez de l'intérieur. Et ensuite, vous ne comprenez pas pourquoi tout vous coûte le double, pourquoi les résultats n'arrivent pas ou vous échappent des mains. Il n'y a pas de magie. Il y a de la cohérence ou il n'y a rien. Ne vous laissez pas tromper par les discours motivationnels bon marché qui vous disent que désirer quelque chose suffit. Vouloir ne sert à rien si votre comportement quotidien contredit ce désir. Celui qui veut être en paix mais passe sa journée à nourrir des pensées toxiques. Celui qui rêve de santé mais s'auto-détruit avec des habitudes misérables. Celui qui demande l'abondance mais vit dans la rareté et la peur. Tous sont incohérents et pour cela, la vie leur répond avec la même monnaie. Vous ne recevez que ce que vous êtes capable de soutenir avec votre vibration et vos actes, pas avec vos belles paroles. La cohérence est la véritable autorité.
Personne ne peut vous acheter du respect, ni à vous-même, ni aux autres, si vous n'êtes pas congruent. Commencez à entraîner la cohérence comme un muscle. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de réduire chaque jour la distance entre ce que vous savez et ce que vous faites. Oui, cela va faire mal à de nombreuses reprises. Oui, cela nécessitera que vous renonciez à des plaisirs immédiats, à justifier vos faiblesses et à supporter l'inconfort de vous regarder en face sans anesthésie. Mais le résultat est la liberté intérieure. Chaque décision cohérente renforce votre caractère et vous rapproche de cette version de vous qui n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit, car sa seule présence transmet la vérité. Vous voulez une vie différente? Commencez par ne plus vous trahir. Sans cohérence, tout ce que vous ferez ne sera qu'une façade. Avec cohérence, tout devient possible. 2. Prends soin de ton énergie. Élimine les excuses internes. Tu te réveilles après une nuit courte, tu traînes jusqu'à la cuisine à la recherche de café, tu ouvres ton téléphone et l'écran te lance une avalanche de messages, de tâches et de demandes externes. Le corps réclame 5 minutes de plus. L'esprit négocie une autre excuse. Aujourd'hui non, je commence sérieusement demain. Tu le sais, ce n'est pas la première fois. Tu t'es promis de prendre soin de ton énergie, de laisser derrière toi les habitudes qui te drainent. Mais te voilà encore une fois, reportant, justifiant, te donnant la permission de rester comme ça. Cette scène, si commune et silencieuse, est la racine de tout épuisement. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. C'est cette voix qui trouve toujours une raison de ne pas agir, de ne pas rompre avec le confort automatique de ce qui est connu. Et si tu t'arrêtes pour regarder de près, tu verras que la fatigue qui t'accompagne n'est pas seulement physique. C'est une saturation interne d'excuses, de pensées circulaires et de petites décisions qui s'accumulent en une montagne d'épuisement invisible. Ainsi s'écoule ta vie, à accumuler des micro-trahisons contre ta propre énergie, à hypothéquer ta vitalité pour quelques minutes de plaisir immédiat ou par peur de te sentir mal à l'aise. Prendre soin de son énergie n'est pas un conseil superficiel, c'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas aspirer à une vie puissante si tu continues à te saboter dans les choses les plus basiques. Sommeil, alimentation, repos mental, limites claires. Le corps est ton premier territoire de discipline. Si tu le maltraites, si tu le remplis de stimuli toxiques, si tu lui refuses l'essentiel, tout le reste s'effondre. Mais la racine de cette négligence se trouve presque toujours dans le dialogue interne. Ce murmure constant qui minimise les dégâts, qui te dit qu'il n'y a pas de problème pour une fois, que demain sera différent. Cette narration te piège dans un cercle sans fin, car chaque excuse répétée affaiblit ta volonté et t'habitue à négocier toujours vers le bas. Les véritables chaînes sont mentales. Si tu ne les brises pas, aucune nouvelle habitude ne tiendra plus d'une semaine. Le mécanisme est astucieux. Tu te convaincs que tu as besoin d'être motivé pour commencer, que la fatigue justifie tout abandon, que les autres ont plus de chance, plus de temps, moins d'obstacles. Mais la réalité est beaucoup plus simple et brutale. Ton énergie dépend de ce que tu tolères et de ce que tu choisis chaque jour, pas de ce que tu prévois ni de ce que tu rêves. La vie te répond selon tes standards, pas selon tes intentions. Si tu acceptes des excuses internes, c'est ce que tu multiplies dans tous les aspects. Relations médiocres, résultats médiocres, état d'âme médiocre. La qualité de ton énergie détermine la qualité de ta vie. C'est une loi interne que personne ne peut éviter. Jusqu'à quand vas-tu continuer à reporter le moment de te prendre au sérieux? La discipline n'est pas un acte héroïque. C'est la somme de décisions inconfortables, répétées encore et encore, jusqu'à ce que ton identité ne négocie plus avec la paresse ni avec l'autocompassion. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être honnête. Ce que tu laisses passer aujourd'hui est le standard qui s'installe demain. Le véritable soin de soi n'est pas de se donner des permissions, c'est de se demander ce qui est nécessaire pour soutenir la vie que tu dis vouloir. L'énergie se préserve dans l'invisible, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu consommes avec les yeux, la langue et l'esprit, dans ce que tu permets de t'habiter chaque jour.
Il n'y a pas de raccourci, soit tu te renforces, soit tu t'épuises. Chaque excuse interne que tu tolères est une fuite, et chaque fois que tu l'élimines, tu regagnes du pouvoir. Choisis de cesser de négocier avec tes propres faiblesses. Arrête de demander à la vie de te donner ce que tu sabotages toi-même. La transformation commence lorsque tu assumes que ton énergie est ton capital le plus précieux et que personne, absolument personne, ne va la protéger pour toi. Fais-le inconfortable. Fais-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne ta nouvelle base, car c'est seulement là que commence le véritable changement. 3. Construisez votre identité avec des habitudes quotidiennes. Je vais être honnête. Pendant longtemps, j'ai résisté à l'idée que mon identité n'était pas une vérité établie, mais une somme de choix quotidiens, dont beaucoup étaient si automatiques que je ne réalisais même pas comment ils me définissaient. L'auto-tromperie est subtile. Vous vous répétez que vous êtes comme ça, que vos réactions font partie de votre caractère, que certaines habitudes vous correspondent simplement. Mais si vous regardez avec une brutalité sincère, vous réalisez que chaque petit acte, chaque décision apparemment insignifiante, façonne silencieusement la manière dont vous vous percevez et vous comportez. Vous n'êtes pas vos intentions, vous êtes ce que vous maintenez. L'identité n'est pas un joli récit pour se sentir mieux. C'est un solde accumulé d'habitudes, de cohérence, de renoncements inconfortables et d'engagements tenus même lorsque personne n'applaudit. C'est la vérité qui est la plus difficile à affronter, car cela implique que vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour le résultat. Celui que vous êtes aujourd'hui s'est construit pas à pas avec les routines que vous avez tolérées et celles que vous avez voulu briser mais que vous n'avez pas faites. La construction de l'identité est un processus beaucoup moins romantique que ce que vendent les livres de développement personnel. Il ne s'agit pas de visualiser, de répéter des affirmations ou d'attendre des révélations spectaculaires. Il s'agit de systématiser des comportements, de mettre en pilote manuel ce que le pilote automatique sabote depuis des années. Les habitudes sont des briques, personne ne va les placer pour vous. Si vous choisissez chaque jour la procrastination, la plainte, le désordre, l'autocompassion, que cela vous plaise ou non, cela devient la matière première de votre identité. Chaque fois que vous répétez un comportement, aussi petit soit-il, vous renforcez un chemin mental. Le cerveau apprend vite ce que vous répétez et devient accro à cette inertie. Il ne s'agit pas de chercher l'habitude parfaite, ni de tout changer d'un coup, mais de comprendre que chaque action habituelle est un vote silencieux pour la personne que vous choisissez d'être. Votre identité est la somme de vos choix répétés. C'est la phrase que personne ne veut entendre car elle élimine le réconfort du hasard. Si vous voulez changer votre vie en profondeur, la première chose à faire est d'identifier quelles habitudes soutiennent la version de vous que vous ne tolérez plus et lesquelles vous rapprochent, même un peu, de la version que vous respecteriez. C'est ici que la plupart se perdent. Elles veulent de nouveaux résultats avec de vieilles habitudes. Elles espèrent attirer l'abondance, le calme, le respect, la plénitude, tout en maintenant des routines qui ne renforcent que la médiocrité, l'auto-abandon et la réactivité émotionnelle. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a une répétition consciente. Le véritable changement ne se produit pas lorsque vous vous sentez inspiré. Il se produit lorsque vous agissez différemment, alors que votre esprit supplie pour le vieux plaisir immédiat. L'inconfort est la preuve que vous sortez de l'ancienne identité. Chaque fois que vous parvenez à maintenir une décision inconfortable dans le temps, vous minez le terrain du personnage automatique et ouvrez de l'espace pour celui que vous voulez vraiment être. Faites-le simple. Choisissez une petite habitude, mais faites-la quotidiennement sans excuse. Il ne s'agit pas d'héroïsme, mais de constance. Un jour ne change rien, mais 100 jours consécutifs vous changent. Et si vous trébuchez, si vous échouez, le véritable entraînement réside dans le fait de ne pas négocier l'abandon. Le problème n'est jamais de tomber. Le problème est d'installer le récit selon lequel tomber est une raison pour revenir au point zéro. L'identité se renforce avec chaque répétition, pas avec chaque tentative parfaite. C'est une bataille silencieuse.
sans spectateur ni récompense immédiate. Mais c'est la seule qui en vaille la peine, car c'est ainsi que votre vibration, vos résultats et votre estime de soi cessent de dépendre du hasard ou de la validation externe. Ne cherchez pas de raccourcis ni de formules magiques. L'identité se forge avec de vraies habitudes, soutenues dans l'inconfort du quotidien. Si vous voulez du respect de soi, construisez-le avec des décisions qui ne trahissent pas ce que vous savez que vous devez faire. Chaque petite action ajoute ou retire du pouvoir. Là, sur ce terrain silencieux, se définit qui vous êtes vraiment. 4. Maîtrisez vos réactions avant d'agir. Vous traversez une rue aux heures de pointe, le feu passe au rouge et la foule avance comme un courant serré. Quelqu'un vous pousse par derrière, ne vous regarde pas, continue son chemin. Vous sentez la chaleur monter dans votre poitrine, la mâchoire se contracte, les poings se ferment presque par réflexe. Dans ce micro-instant, la réaction automatique se manifeste, l'envie de lâcher un mot acerbe, de réclamer, de rendre le coup. Mais à peine vous arrêtez-vous pour observer cet élan, vous découvrez son véritable visage. Ce n'est même pas le vôtre, c'est un reflet appris, une chaîne de réactions héritées qui s'active sans permission. C'est ainsi que fonctionnent la plupart de vos réponses quotidiennes, comme des ressorts qui sautent parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bon bouton. Si vous n'entraînez pas cette pause avant d'agir, vous vivez comme une marionnette de vos émotions, entraînée par l'inertie de chaque stimulus externe. Maîtriser vos réactions ne consiste pas à vous réprimer, mais à diriger l'énergie qui émerge avant qu'elle ne vous possède. Sur le visage d'une personne qui reçoit une critique inattendue se dessine une séquence révélatrice. D'abord, les sourcils se froncent, les lèvres se tendent, les yeux se rétrécissent comme s'ils se préparaient à la défense. C'est le corps qui avertit qu'il se sent attaqué, même avant que l'esprit ne traite ce qui se passe. Si vous cédez à ce premier mouvement, vous vous condamnez à réagir depuis la blessure, non depuis la conscience. La plupart des discussions inutiles, des regrets, des cycles de culpabilité naissent dans cet espace minuscule, entre le stimulus et la réaction. Cet intervalle que presque personne ne respecte, car nous nous sommes entraînés à répondre par impulsion et à le justifier ensuite. La véritable force se mesure dans cet instant, quand vous pouvez sentir la vague monter à l'intérieur, mais choisissez de ne pas vous laisser emporter. C'est un acte silencieux, presque invisible de l'extérieur, mais c'est là que se forge la maîtrise personnelle. Un visage qui respire profondément avant de répondre, des épaules qui se détendent au lieu de se recroqueviller, un regard qui s'adoucit lorsqu'il attend d'être blessé. Ces petits gestes sont des signes que le contrôle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Répondre n'est pas la même chose que réagir. Cette ligne sépare celui qui vit dirigé par ses blessures de celui qui vit dirigé par sa vision. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni d'engloutir tout. Il s'agit de choisir la qualité de votre réponse, de ne pas céder le contrôle de votre vie à quiconque ou à toute situation qui décide d'appuyer sur vos boutons. Chaque fois que vous freinez l'impulsion et vous donnez 2 secondes de plus pour observer ce qui émerge, vous reprenez autorité sur vous-même. Cet espace de pause est votre véritable liberté. Là, vous pouvez décider si votre réaction ajoute ou retire du pouvoir, si elle renforce l'identité que vous souhaitez construire ou vous ramène à la version automatique que vous avez tant de mal à laisser derrière vous. La maîtrise intérieure commence dans le microscopique. Ce n'est pas dans les grandes crises que se forme la maîtrise, mais dans la minutie, dans la façon dont vous répondez à une critique, à un retard, à une mauvaise nouvelle, à l'erreur d'autrui ou à la vôtre. Tout votre caractère se sculpte dans ces instants anodins où vous avez l'option d'exploser ou de respirer. Si vous vous observez de l'extérieur, vous verrez que les gestes comptent plus que les intentions. Une bouche qui sourit au lieu de grogner, un dos qui se redresse au lieu de s'affaisser, une voix qui baisse le volume au lieu de s'enflammer. L'autocontrôle est un pouvoir silencieux. Ce que vous ne maîtrisez pas dans le petit déborde dans le grand. Entraînez la pause, faites-en votre refuge, car seul celui qui maîtrise ses réactions peut choisir son destin. Tout le reste n'est que bruit.
5. Renforce ton corps, respecte ta présence. Ton corps n'est pas un ornement, c'est la base de tout ton pouvoir. Et si tu le traites comme un objet de seconde zone, ne t'attends pas à construire quoi que ce soit de solide dessus. Il y a ceux qui parlent à tort et à travers de transformation personnelle, de spiritualité et d'énergie, mais qui continuent d'exiger d'un corps qu'ils ont maltraité, négligé ou ignoré pendant des années. Ça ne fonctionne pas comme ça. Prétendre que tu peux aspirer à une vie extraordinaire tout en te contentant d'habitudes misérables, de repos insuffisant, d'aliments qui t'éteignent, de postures qui te courbent, c'est le plus basique et le plus lâche des auto-illusions. Le corps est la scène où se joue ton destin. Tu ne peux pas négocier avec ça. Tu peux mentir à ton esprit, tu peux déguiser tes émotions, mais le corps te réclame toujours la facture complète, sans réduction ni délai. Arrête de te cacher derrière des excuses comme le manque de temps, la fatigue ou la génétique. Chaque fois que tu répètes ce discours bon marché, tu renforces l'idée que tu es une victime des circonstances et non l'architecte de ta présence. Celui qui se néglige à l'extérieur se néglige à l'intérieur. Ce que tu tolères dans ta chair, tu le multiplies dans ton caractère. Il ne s'agit pas d'esthétique ni de standards extérieurs. Il s'agit de respect de soi. Si tu te permets de vivre dans un corps faible, courbé, saturé de toxines et dépourvu de vitalité, crois-tu vraiment que tu vas soutenir de grands projets, des relations profondes ou des décisions difficiles? Tu ne peux pas demander à la vie de l'intensité si tu t'éteins toi-même dans l'élémentaire. Ce que tu ne renforces pas, t'abandonne. C'est la vérité que personne ne veut entendre, parce qu'elle oblige à regarder en face la paresse, l'autocompassion et les habitudes autodestructrices qui te tirent vers le bas. La présence n'est pas un discours, c'est un résultat. Elle se remarque dans la façon dont tu entres dans une pièce, dans la manière dont tu habites ton espace, dans la façon dont tes mouvements communiquent de la sécurité ou le doute. Un corps entraîné, soigné et respecté n'est pas seulement plus fort. Il est plus difficile à manipuler, plus résistant à la pression, moins réactif au stress. La discipline physique n'est pas optionnelle si tu veux du respect authentique, ni de la part des autres, ni de toi-même. Tu veux de la clarté mentale, mais tu intoxiques ton organisme chaque jour. Tu veux du magnétisme, mais tu ne supportes même pas 5 minutes d'inconfort physique. Tu veux des résultats exceptionnels, mais tu te permets des routines médiocres qui te drainent d'énergie. Comme ça, il n'y a pas de miracle. Ne te laisse pas tromper en attendant de te sentir prêt pour commencer. Personne ne se sent motivé au départ parce que le corps est programmé pour rechercher le confortable et le connu. L'inconfort initial est le filtre qui élimine ceux qui ne parlent que de changement et distingue ceux qui le construisent vraiment. Chaque goutte de sueur, chaque minute de sommeil récupéré, chaque aliment qui nourrit au lieu de drainer est un investissement qui ne se perd pas. C'est la base qui soutient tout le reste. Aussi simple que cela, aussi brutal. Ne cherche pas à sauter l'étape inconfortable, car c'est là que se forge la véritable présence, celle qui ne peut pas être feinte ni achetée. La question est directe et ne souffre pas de détour. Combien de temps vas-tu encore justifier de vivre dans un corps que tu trahis chaque jour? La réponse, tu la vois déjà dans le miroir et dans ton énergie. Tu n'as pas besoin de plus de théorie, tu as besoin d'une action soutenue, d'un respect de base, d'une discipline quotidienne. Parce que si tu ne commences pas par ton corps, tout le reste n'est qu'un château de cartes attendant le premier souffle pour s'effondrer. Respecte ta présence ou cesse d'exiger de la vie ce que tu n'es pas prêt à soutenir toi-même. Sans corps fort, il n'y a pas d'identité forte. Sans présence, il n'y a pas d'autorité. C'est la racine. 6. Vis aujourd'hui comme la personne que tu veux être. La vérité la plus inconfortable est celle-ci. Personne ne devient la personne qu'il souhaite être en attendant qu'un jour, quelque chose change à l'extérieur. Tu continues à remettre ta propre vie à plus tard, parce que tu crois que tu as d'abord besoin de conditions idéales, de validation ou d'un signe magique. Mais ce que tu n'oses pas regarder en face, c'est qu'à chaque jour, tu choisis déjà qui tu es, à travers tes actions, tes réponses et les limites que tu tolères. L'avenir n'arrive pas par magie. Tu le construis
ou tu le sabotes avec chaque décision que tu prends aujourd'hui. La différence entre la version de toi que tu admires et celle que tu es actuellement n'est pas une question de chance ni de talent. C'est la somme de micro-décisions inconfortables que tu laisses passer par peur de te sentir imposteur. Tu vis enfermé dans l'idée que tu dois d'abord avoir confiance, clarté ou résultat pour commencer à agir comme cette personne que tu imagines, mais tu ne réalises pas que la confiance n'apparaît que lorsque tu te soutiens dans l'acte, pas dans la fantaisie. Si tu prends le temps d'analyser tes pensées lorsque tu fais face à un moment décisif, tu verras que l'esprit a tendance à lancer des arguments pour te protéger de l'inconfort. Je ne suis pas encore prêt. La prochaine fois, je ferai mieux. Ce n'est pas si grave si je cède aujourd'hui. C'est ce mécanisme qui te maintient petit, car intérieurement, tu es toujours identifié à ta version passée, celle qui survit, celle qui évite les erreurs, celle qui ne dérange personne. Changer ce récit interne est ce qu'il y a de plus difficile, car cela implique de renoncer au confort de ce que tu connais et de commencer à agir sans garantie, sans applaudissement, sans certitude. Mais c'est seulement ainsi que le cerveau apprend une autre possibilité. C'est seulement ainsi que l'ancienne identité commence à perdre de sa force. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer à vivre comme la personne que tu veux être. Tu dois oser supporter l'inconfort d'agir différemment, même si ta voix tremble, même si tu sens que tu ne corresponds pas encore. L'identité s'entraîne dans la pratique, pas dans la théorie. C'est la frontière que la plupart des gens ne franchissent jamais. Le plus grand piège est d'attendre de te sentir prêt intérieurement. Cette attente est infinie, car l'esprit est conçu pour te protéger de la douleur, et tout changement réel fait mal. Chaque fois que tu reportes une action alignée avec ta vision, tu renforces la croyance que tu n'es pas encore suffisant. Et ce cycle devient une habitude. Tu t'habitues à rêver grand et à agir petit, à beaucoup planifier et peu exécuter, à justifier ce qui te fait du mal. Le véritable tournant se produit lorsque tu décides de cesser d'écouter cette narration interne qui te rend enfantin et que tu commences à agir selon le standard que ta vision exige, pas selon le confort de ton passé. Oui, l'inconfort sera là. Oui, tu vas sentir le poids de la contradiction jusqu'à ce que la nouvelle habitude commence à s'ancrer. Mais chaque jour où tu choisis de vivre aujourd'hui comme la personne que tu veux être demain, même si c'est dans un seul détail, tu romps avec le mécanisme automatique qui te maintient le même. Tu n'as pas besoin d'un cadre parfait pour commencer à incarner ta nouvelle identité. Tu as besoin de courage pour supporter l'inconfort de te sentir hors de place et pourtant agir. Le respect de soi ne se construit pas en regardant des vidéos motivationnelles ni en attendant le moment adéquat. Il se construit dans les minutes où tu choisis de répondre avec la dignité, la discipline ou l'honnêteté de cette version future, même si à l'intérieur, tout tremble. Fais-le comme si tu étais déjà cette personne. C'est là que commence le véritable changement. Il n'y a pas de raccourci. Si aujourd'hui tu te comportes comme celui que tu veux être, même si c'est inconfortable et silencieux, la réalité commence à s'ajuster à cette fréquence. Le reste n'est qu'attente stérile, auto-tromperie et temps perdu. 7. Abat les croyances qui te limitent. Tu ouvres ton portefeuille et t'arrêtes devant le comptoir, comptant des billets avec un calcul mental qui te limite avant même de demander le prix. Tu vois une nouvelle opportunité au travail, mais ton esprit te rappelle déjà la peur de l'échec et le souvenir de la dernière fois que tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné. Tu entres dans une conversation et choisis de te taire, même si au fond de toi, tu sais ce que tu devrais dire. Car une voix automatique t'avertit que tu n'es pas assez, que personne ne se soucie de ce que tu penses. Ainsi, chaque jour, presque sans t'en rendre compte, tu navigues ta vie à travers des filtres invisibles qui déforment ta perception des possibilités et de la réalité. Ces croyances limitantes ne sont pas seulement des phrases isolées dans ta tête. Ce sont des mécanismes actifs qui conditionnent tes choix, distordent ta perception de ce qui est possible et te lient à un scénario que tu n'as même pas écrit. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart de ces idées
ne sont pas nées avec toi. Elles sont le résultat d'années d'éducation, de répétitions familiales, d'expériences difficiles, de messages sociaux et de moments où tu as ressenti que l'échec était trop dangereux. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu cesses de les remettre en question. Elles deviennent le manuel opérationnel de ton cerveau, le filtre automatique par lequel tu passes chaque décision, chaque relation, chaque objectif. Il n'est pas surprenant que la plupart des gens restent coincés dans le même type de vie, année après année, même s'ils ont changé de ville, de partenaire ou de travail. La véritable limite n'est pas à l'extérieur, elle vit dans les croyances que tu n'oses pas confronter. L'esprit enchaîné fabrique des vies petites. C'est l'une de ces vérités inconfortables que personne ne veut regarder en face, car cela implique que la liberté dépend d'un nettoyage intérieur et non d'un coup de chance. Lorsque tu décides de renverser une croyance limitante, la tâche n'est pas seulement intellectuelle. Il ne suffit pas de répéter des phrases positives ou de lire des livres de développement personnel. Il faut identifier le mécanisme complet. Quelle situation active l'idée limitante? Quelle émotion l'accompagne? Quel comportement renforce ce cycle? Par exemple, si chaque fois que tu penses à te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ressens de l'anxiété et te souviens d'un échec passé, observe comment ton corps se referme, comment ton dialogue intérieur devient critique et comment finalement tu abandonnes avant d'essayer. Le cycle se répète, non pas parce que tu es faible, mais parce que l'esprit préfère ce qui est connu, même si cela te sabote. C'est un système d'autoprotection obsolète qui ne sert qu'à te maintenir dans la zone où rien ne te met à l'épreuve. C'est là que ta vie devient prévisible, monotone et au fond frustrante. La seule façon de briser ce schéma est d'agir avant que la croyance ne décide pour toi. Reconnais la phrase automatique, ressens l'émotion inconfortable et, à ce moment-là, choisis une action minimale qui contredise l'ancienne narration. Cela ne doit pas être un saut héroïque. Il suffit de maintenir une petite décision qui montre au cerveau qu'une autre réalité est possible. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis le cycle et ouvres un espace pour une nouvelle identité. Ici, il ne s'agit pas de te convaincre avec des affirmations vides, mais de construire des preuves réelles en faveur d'une version de toi plus libre. Ta vie ne s'améliore pas avec de jolies pensées, mais avec des preuves concrètes. C'est ce qui transforme l'autoperception et peu à peu la réalité externe. Les croyances limitantes ne perdent de pouvoir que lorsque tu cesses de leur obéir. Elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu agis malgré elles, la distance entre ton potentiel et ta vie se réduit. Ce processus est inconfortable, oui. Il exige une honnêteté brutale et de la patience, car il implique de désinstaller de vieux mécanismes et de tolérer l'incertitude du nouveau. Mais si tu ne le fais pas, tu continueras à vivre dans une marge imposée par l'histoire des autres et non par ton véritable désir. La clé est de regarder en face ce qui te conditionne et de décider, encore et encore, que tes croyances ne sont pas une condamnation, mais seulement un point de départ. La transformation commence lorsque tu cesses d'attendre la permission d'être celui que tu peux vraiment devenir. 8. La transformation réelle nécessite une patience constante. Je ne sais combien de fois je me suis surpris à regarder l'horloge, attendant que le changement se remarque d'un jour à l'autre, comme si tout l'effort interne devait se refléter immédiatement dans le monde visible. Il y a une impatience âpre qui s'installe dans la poitrine, un mélange de frustration et de fatigue lorsque tu vois que, malgré tout ce que tu essaies de déconstruire à l'intérieur, à l'extérieur, il semble que rien ne change. Tu te lèves chaque matin avec une intention claire, tu répètes les habitudes, tu choisis avec effort de répondre différemment, mais l'environnement ne se plie pas à ta volonté. Les gestes sont petits. La tasse de café que tu tiens en consultant une liste de choses à faire qui ne finit jamais, la mâchoire serrée après avoir reçu une mauvaise nouvelle, le corps tendu devant le miroir se demandant si cela vaut vraiment la peine de faire tant de sacrifices. Et bien que le discours motivationnel sonne bien dans ta tête, la réalité est que le processus est lent, presque invisible. Et c'est là que la patience devient l'épreuve la plus brutale de toutes. L'esprit veut des résultats immédiats, mais le corps et la vie fonctionnent sur une autre fréquence.
Tu sens comment l'anxiété s'infiltre dans les épaules, dans la respiration, dans la façon dont tu marches plus vite, juste pour sentir que tu avances. Le désir d'accélérer tout cela est presque physique, comme une pression dans la poitrine qui te pousse à chercher des raccourcis, à te demander s'il n'y aurait pas un chemin plus facile, une formule secrète pour te réveiller un jour et sentir que tu es déjà une autre personne. Mais la vérité est qu'aucun changement réel ne respecte ce rythme artificiel. Il y a des jours où il semble que tu as fait un pas en arrière, où les vieilles habitudes reviennent avec plus de force, où la version ancienne de toi-même réapparaît, comme si elle voulait te rappeler qu'il n'est pas si facile de la laisser derrière. Tu te vois réagir de la même manière, tomber dans les mêmes pièges mentaux, et la tentation d'abandonner se sent comme un soulagement immédiat. Ce que personne ne te dit, c'est que la transformation authentique est comme semée dans une terre aride. Tu te salis les mains, tu transpires l'attente, et pendant longtemps, tu ne vois que la surface sèche. Chaque petit acte de discipline, chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la réaction automatique, chaque habitude maintenue même sans témoin, est une graine qui semble ne pas porter de fruits. Mais la racine pousse d'abord dans l'invisible, et le caractère se construit dans ce terrain souterrain où personne n'applaudit. Tu te donnes à fond à la salle de sport quand le corps demande à rester au lit. Tu choisis de la nourriture réelle quand l'esprit demande un plaisir immédiat. Tu dis non à la distraction, même si la solitude pèse. C'est là que se mesure la patience, dans le fait de soutenir le processus, même si tu ne peux pas te vanter de résultats, ni obtenir de récompenses rapides. Le temps est le véritable filtre du changement. Seul celui qui supporte cette lenteur construit une transformation qui ne s'effondre pas au premier coup. L'impatience est le sabotage le plus subtil. Elle te convainc que si tu ne vois pas de résultat, rien ne fonctionne. Mais la réalité est que le changement interne s'accumule toujours en silence, comme un investissement qui ne montre des intérêts qu'après beaucoup de temps. Chaque répétition, chaque limite que tu maintiens, chaque fois que tu choisis l'inconfort constructif, tu es en train de sculpter une identité qui ne dépend pas de la reconnaissance externe. Les gens veulent de la magie, mais ce qui te transforme, c'est la constance brutale, cette obstination silencieuse de ne pas abandonner le processus lorsque la motivation s'éteint. La patience est une discipline soutenue dans le vide. Et dans ce vide se forgent ceux qui parviennent vraiment à soutenir une vie différente. Tu n'as à prouver quoi que ce soit à personne, même pas à toi-même, à chaque étape. La seule chose que le processus te demande, c'est de supporter l'inconfort, d'avancer lentement, de ne pas voir de résultats immédiats, de faire confiance au fait que ce que tu sèmes aujourd'hui sera ta récolte inévitable demain. Ce n'est qu'ainsi que la transformation cesse d'être un désir et devient une réalité que aucun revers ne peut arracher. Patience constante, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui en valent la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. À un certain âge, la vérité devient impossible à ignorer. Tu portes un poids que tu n'as pas choisi, mais que tu continues à porter. Appelons cela le sac à dos invisible, cet ensemble d'exigences, de ressentiments et d'attentes qui, avec le temps, sont devenus presque aussi naturels que respirer. Tu te lèves et la comparaison t'attend déjà, guettant sur chaque réseau social, à chaque réunion. Le contrôle te séduit avec le mensonge que tout dépend de toi, tandis que l'énergie s'échappe par des liens qui n'apportent plus rien, mais que tu tolères par habitude ou par peur. L'idée que seule la perfection te rendra suffisant te poursuit. Le ressentiment s'enquiste comme une dette interne jamais réglée, et parmi tout cela, l'opinion des autres dicte le rythme de tes décisions. C'est le coût silencieux de vivre sans remettre en question les filtres mentaux que tu as hérités ou adoptés sans t'en rendre compte.
Le stoïcisme, loin d'être une théorie froide ou distante, est un entraînement brutalement honnête. Il ne te promet pas de réconfort facile, mais une manière radicale de lâcher ce qui ne t'appartient pas. Celui qui ne lâche pas l'inutile se condamne à le traîner. La vérité est que le calme ne se conquiert pas. Il se retrouve lorsque tu oses laisser tomber ce qui est superflu. Aujourd'hui, nous n'allons rien ajouter à ta vie, mais enlever ce qui n'aurait jamais dû rester. Prêt à examiner ce que tu portes et à décider, une bonne fois pour toutes, ce que tu mérites de lâcher? 1. Arrête de te mesurer aux autres. Arrête de te mentir. Te comparer aux autres est un piège mental qui te maintient faible et épuisé. Peu importe combien tu rationalises cela ou combien d'excuses tu trouves pour continuer à mesurer ta vie par rapport à celle des autres, la comparaison chronique ne te rendra jamais meilleur ni plus heureux. Elle te maintient simplement piégé dans une insatisfaction sans fin. Si après tant d'années tu continues à jeter un coup d'œil envieux à la vie des autres, te demandant pourquoi quelqu'un a plus, semble avoir plus ou arrive en premier, alors il est temps de reconnaître que ce mécanisme te vole la vie minute après minute, et tu le permets. La vérité inconfortable est que personne ne viendra te sauver de cette anxiété, car c'est une blessure auto-induite, une dette émotionnelle que tu continues à payer au détriment de ta paix. Le stoïcisme est clair. Ta valeur ne dépend pas de la position que tu occupes dans une file imaginaire. Tu n'es pas un produit qui se dévalue parce que quelqu'un d'autre semble avancer plus vite. Toi seul décides du poids que l'obsession de te comparer aura sur tes épaules. Si tu veux être libre, lâche ce fardeau. Personne ne te l'enlèvera. Tu dois le jeter toi-même. Tu n'es pas plus digne d'avoir plus de réalisation, ni plus en échec, parce que tu avances à un rythme différent. C'est le mensonge qui nourrit le monde moderne et qui s'immisce dans ton esprit chaque fois que tu ouvres un réseau social ou entends l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais la véritable fracture du caractère se produit lorsque tu acceptes de vivre à travers la mesure des autres. Chaque fois que tu te compares, tu deviens ton propre geôlier. Tu serres toi-même les menottes qui t'empêchent de bouger avec authenticité. Le stoïcisme t'invite à regarder à l'intérieur et à reconnaître que ta bataille n'est pas avec le monde, mais avec ce filtre mental qui déforme tout ce que tu vois de toi. À quoi bon s'entraîner pendant des années pour plaire aux autres ou surpasser autrui si tu ne t'es jamais demandé ce que tu veux vraiment sans ce bruit extérieur? La comparaison est une dette interminable, un investissement émotionnel qui ne se récupère jamais. La maturité ne se mesure pas en réalisation ni en applaudissements, mais dans la capacité à lâcher ces chaînes invisibles. Accepter que tu n'as rien à prouver est le premier pas vers la paix intérieure. Ce n'est pas de la résignation, c'est un véritable pouvoir. Quand tu cesses de t'obséder sur la façon dont les autres s'en sortent, tu récupères l'énergie gaspillée et l'utilises pour ce qui est uniquement sous ton contrôle. Tes propres décisions, ton propre processus. Arrête de donner ton estime de soi au hasard de l'extérieur. Il n'existe aucune version idéale de toi que tu dois atteindre pour être suffisant. Tu es suffisant quand tu oses cesser de te mesurer, quand tu arrêtes de négocier ta valeur chaque fois que tu regardes vers l'extérieur. Ne tombe pas dans l'auto-illusion de penser que la comparaison est un moteur de croissance. C'est juste une autre excuse pour continuer à éviter la responsabilité de te concentrer sur toi. La véritable croissance se produit lorsque tu cesses de voir la vie à travers les yeux des autres et que tu commences à la regarder à travers ta propre conscience. La comparaison est le poison lent de la maturité. Lâche ce poids maintenant ou tu le traîneras jusqu'à la fin. Personne ne peut porter ce sac à dos pour toi. Ce que tu fais de ta vie parle plus fort que n'importe quelle médaille d'autrui. Il est temps d'arrêter de te mesurer et de commencer à vivre sans ce fardeau inutile. 2. Lâche le contrôle qui ne t'appartient pas. Ta journée commence avec un emploi du temps chargé. Tu consultes ton téléphone à peine les yeux ouverts. Il y a déjà des messages, des rappels, des choses à résoudre, des tâches qui ne cessent de se multiplier.
Tu sors de chez toi avec la sensation que tu dois anticiper tout. Le trafic, la réunion, l'appel que tu ne peux pas oublier, l'inquiétude pour ce qui pourrait mal tourner. Tout au long de la journée, chaque détail devient un nouveau front de bataille. Si tu es en retard, tu t'inquiètes. Si quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, tu te déséquilibres. Si les plans changent, le malaise grandit. Tu sens que tu dois être sur tout, comme si ta vigilance constante pouvait éviter les problèmes, garantir des résultats, assurer que le monde tourne à ton rythme. Le corps vit tendu, l'esprit occupé à imaginer des scénarios, calculant chaque mouvement, accumulant une pression silencieuse qui ne se dissipe jamais tout à fait. C'est le prix invisible d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas. La racine de cet élan est plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'être responsable ou de vouloir que les choses se passent bien. C'est une réponse apprise, un mécanisme qui s'active chaque fois que l'environnement menace de te submerger. Le contrôle est un refuge illusoire, une promesse de sécurité qui ne se réalise jamais. Nous nous convainquons que si nous surveillons chaque détail, si nous anticipons chaque erreur possible, nous pourrons éviter la souffrance. Mais le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Peu importe combien tu essaies de dominer l'extérieur, la seule chose que tu peux vraiment gouverner est ton interprétation, ton attitude et tes décisions. Tout le reste est hors de ta portée réelle. Croire le contraire ne fait qu'accroître l'anxiété et la fatigue, car la vie trouve toujours un moyen de te rappeler que tu n'es pas maître du résultat, à peine de l'effort que tu fournis. Bien souvent, l'obsession du contrôle naît de la peur. Peur de l'incertitude, de perdre quelque chose d'important, de subir une déception. Mais ce qui commence comme une quête de protection finit par devenir une prison. Le perfectionnisme, l'incapacité à déléguer, la rigidité face au changement, le besoin de réponses immédiates. Ce schéma mental devient si naturel que nous ne le remettons même pas en question. Nous supposons simplement que cela doit être ainsi, que c'est notre devoir de tout porter. Cependant, chaque fois que tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, tu te fragmentes un peu plus à l'intérieur. L'énergie que tu dépenses pour l'impossible est une énergie que tu voles à ton bien-être, à ta capacité d'être présent, à ta paix mentale. Le contrôle est un fardeau silencieux, mais il pèse comme une dette que tu ne termines jamais de rembourser. Lâcher le contrôle ne signifie pas se résigner ni cesser d'agir. Cela signifie reconnaître la limite entre ce que tu peux influencer et ce que tu ne peux pas. C'est un exercice de maturité d'accepter que le monde ne va pas s'adapter à tes plans et que, peu importe tes efforts, il y a des facteurs qui ne seront jamais sous ton contrôle. La liberté commence lorsque tu cesses de négocier avec la réalité et que tu apprends à te mouvoir dans ce que tu peux vraiment choisir. Tu n'as pas besoin d'avoir la carte complète avant d'avancer. Il suffit de faire le prochain pas qui dépend de toi. Te libérer du contrôle des autres fait la différence entre vivre épuisé et vivre en paix. Le jour où tu décides de cesser de te battre dans des batailles que tu ne peux pas gagner, tu retrouves une force que tu ne savais même pas avoir perdue. Le calme ne se trouve pas dans la domination absolue, mais dans la capacité de lâcher ce qui n'a jamais été à toi. Arrête de gaspiller ta vie dans l'incontrôlable. Choisis ta bataille. C'est ça, le véritable pouvoir. 3. Éloigne-toi des liens qui drainent ton énergie. Parfois, je me surprends à justifier des relations qui, au fond, je sais qu'elles me drainent. Je rationalise l'épuisement, je minimise le malaise, je me raconte l'histoire que c'est normal de se sentir ainsi parce que tout le monde a des défauts ou parce qu'il n'y a pas de relation parfaite. Mais si je suis honnête, ce que je fais, c'est négocier mon énergie, la donner à des liens qui ne font qu'ajouter du poids et diminuer ma clarté. Il y a un mécanisme psychologique qui s'active lorsque tu tolères l'intolérable. L'habitude dissimule le dommage et la loyauté mal comprise transforme la fatigue en routine. Le stoïcisme ne te demande pas de couper les liens par caprice, mais il exige une lucidité brutale pour voir combien il te coûte de maintenir cette connexion. Persister dans des relations qui t'épuisent,
C'est comme porter une dette émotionnelle avec des intérêts croissants. Chaque conversation qui se termine en conflit, chaque rencontre qui laisse un goût amer, chaque moment où ta paix est menacée par l'instabilité des autres, ajoute une couche supplémentaire d'épuisement à ta vie. Et le plus insidieux, c'est que tu t'habitues. Tu commences à croire que c'est ton devoir de porter ce poids, à craindre le vide qui reste si tu prends de la distance, à imaginer que t'éloigner est un acte d'égoïsme ou de lâcheté, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect envers toi-même. En décomposant le problème, la première chose qui apparaît est la tendance à confondre empathie et auto-abandon. Nous avons appris qu'être bon implique de tolérer n'importe quoi, mais le prix est très élevé. En permettant à quelqu'un de franchir les limites encore et encore, tu finis par céder ton espace intérieur, ta capacité à décider comment tu veux te sentir. Ce n'est pas un hasard si, après avoir conversé avec certaines personnes, tu remarques que ton humeur s'effondre ou que l'anxiété s'installe pendant des heures. Il y a des liens qui fonctionnent comme des siphons d'énergie, car ils sont construits sur la plainte constante, la manipulation émotionnelle, la critique déguisée en conseil ou la victimisation chronique. Analyse la dynamique. Si une relation te force à être toujours sur tes gardes, à te justifier ou à réprimer ce que tu penses pour éviter le conflit, alors ce n'est pas un lien, c'est une corde qui t'attache à une version plus petite de toi-même. L'épuisement n'est pas toujours évident. Parfois, il s'infiltre dans de petites concessions quotidiennes, dans des silences imposés, dans le renoncement à ton authenticité pour maintenir le confort des autres. Le résultat est prévisible. Tu commences à t'éteindre, tu deviens moins créatif, moins patient, moins capable de profiter de la simplicité. C'est ici que le stoïcisme apporte une coupure nette à l'auto-tromperie. Tu ne peux pas atteindre la paix intérieure entouré de personnes qui cultivent le drame, la plainte ou le mépris subtil. Éloigner des liens qui drainent ton énergie n'est pas un acte de froideur, c'est une décision de maturité émotionnelle. C'est comprendre que ton bien-être a un prix et que tu ne peux pas le donner simplement pour éviter le conflit ou la culpabilité. Personne ne viendra te sauver des relations que tu choisis de maintenir. Insister sur ce qui est malsain est un sabotage silencieux. Rompre ce cycle est un acte de responsabilité. La véritable loyauté commence avec toi. Si la balance penche toujours vers l'épuisement, la distance est une forme de soin de soi, pas d'indifférence. Ton énergie est limitée. Investis-la là où tu fleuris, pas là où tu flétris. Il ne s'agit pas de chercher des liens parfaits, mais de reconnaître lesquels favorisent ta croissance et lesquels te tirent vers la stagnation. Accepter que tu mérites des relations qui ajoutent, pas qui soustraient, est une rupture dans la narration de l'autosuffisance forcée. Au final, le bien-être dépend moins de la quantité de personnes autour de toi que de la qualité des liens que tu choisis de conserver. La maturité exige un filtre plus rigoureux. Seul ce qui nourrit demeure. Le reste, même si cela fait mal, vaut mieux le lâcher. 4. Permets-toi d'être imparfait aujourd'hui. Un nouveau cahier quand tu es enfant semble invulnérable, la couverture rigide, le papier intact, tout en ordre attendant que tu le remplisses de lettres parfaites. Mais il suffit de la première tache d'encre, du premier trait tordu ou d'une feuille arrachée pour que commence le défilé de petites frustrations. La tentation est de déchirer la page, de dissimuler l'erreur, de faire semblant que le cahier reste impeccable. Ainsi, nous vivons l'âge adulte, défendant une propreté mentale et émotionnelle impossible, nous forçant à effacer chaque défaut, à cacher chaque échec, comme si la vie était ce cahier qui ne peut jamais se tacher. Mais la réalité mature ressemble beaucoup plus à un carnet avec des ratures, des coins pliés et des annotations en marge. Chaque imperfection est le témoin de ton humanité, non de ton échec. La pression de tout maintenir propre et ordonné est le piège qui t'étouffe. Essayer de corriger chaque erreur te transforme en policier interne qui patrouille tes gestes, tes mots, tes pensées, toujours à la recherche du manque, toujours prêt à te punir de ne pas être à la hauteur d'une version idéale.
Le perfectionnisme s'infiltre dans le quotidien de manière presque invisible. Il est dans le geste de relire 3 fois un message avant de l'envoyer, dans l'agacement sourd que tu ressens quand un plan ne se déroule pas comme prévu, dans le regard sévère que tu te lances dans le miroir pour chaque ride ou chaque erreur du passé. Ce n'est pas seulement une exigence externe, c'est une habitude installée dans ton système nerveux, une coutume de serrer les mâchoires et de retenir ta respiration chaque fois que tu crains de ne pas répondre à la norme. Parfois, tu le remarques dans la fatigue qui s'accumule à la fin de la journée, dans la frustration avec laquelle tu te reproches de ne pas avoir été plus productif, plus patient, plus brillant. D'autres fois, c'est la voix intérieure qui ridiculise tes tentatives, qui te pousse à reporter des rêves par peur de ne pas les rendre parfaits. C'est une usure silencieuse, un filtre qui déforme l'autoperception et te convainc que la vie n'a de valeur que s'il n'y a pas de tâche, si tu peux contrôler chaque résultat, si les autres ne voient jamais tes défauts. Mais la vérité est que la sérénité ne naît pas de la propreté, mais de l'acceptation radicale de l'inachevé. Le stoïcisme ne célèbre pas la médiocrité, mais ne t'exige pas non plus la tyrannie de la perfection. Permettre l'erreur, laisser de l'espace pour l'incomplet, est une forme de maturité qui libère. Quand tu cesses de dépenser ton énergie à cacher ce que tu n'aimes pas chez toi, tu retrouves la capacité de participer à la vie sans peur, d'apprendre sans honte, d'échouer sans entrer en crise. L'authenticité pèse moins que l'obsession pour la correction. Permets-toi d'être imparfait, la vie réelle ne s'efface pas. Cette phrase n'est pas une licence pour la paresse, mais une invitation à respirer plus profondément, à te mouvoir avec moins de culpabilité, à te soutenir lorsque tu échoues au lieu de te punir. Observe les gestes de ceux qui osent se tromper en public. Il y a quelque chose dans leur posture, dans la manière dont ils lâchent un rire après un faux pas, qui transmet une confiance réelle, non feinte. Il ne s'agit pas de résignation, mais de courage pour se montrer tels qu'ils sont, sans trop d'armure. Il y a des jours où tu feras les choses mal et tu survivras. Il y a des mots que tu ne diras jamais de la manière correcte et pourtant tu seras entendu. L'imperfection ne te dévalue pas, elle te rappelle que tu es toujours vivant, apprenant, en mouvement. Si aujourd'hui tu décides de relâcher cette vigilance interne, si tu cesses de te corriger comme si tu étais une erreur ambulante, tu découvriras que le soulagement pèse moins que le remords. Choisis d'être réel plutôt qu'impeccable. La maturité commence quand tu acceptes que ton cahier n'a jamais été destiné à être parfait, mais à être vécu. 5. Libère-toi du poids du ressentiment. Le ressentiment est une chaîne que tu resserres chaque jour de tes propres mains. Personne ne t'oblige à porter ce fardeau, mais tu es toujours là, répétant la même histoire, alimentant la blessure comme si la lâcher était trahir ta propre dignité. Tu te répètes que tu ne peux pas pardonner parce que le mal a été trop grand, que cela ne mérite pas d'être oublié, que lâcher le ressentiment serait laisser l'offense impunie. C'est l'excuse parfaite pour rester ancré dans le passé, gaspillant le présent dans une dette émotionnelle que toi seul continues à payer. Penses-tu vraiment que conserver le ressentiment te protège? C'est exactement le contraire. Chaque souvenir que tu ravives, chaque conversation mentale que tu refais avec colère ou mépris est une dépense d'énergie qui te vide et te flétrit. La personne qui t'a blessé a peut-être avancé, mais toi, tu es resté bloqué, tenant le poison et espérant qu'un jour il agisse sur l'autre, alors qu'en réalité, tu te empoisonnes toi-même. Pardonner n'est pas absoudre l'autre, c'est te libérer de cette prison mentale à laquelle tu t'es condamné. Assez de te cacher derrière le discours de la justice ou de la mémoire. Ce que tu appelles mémoire est obsession, et ce que tu défends comme justice n'est qu'un déguisement pour ton incapacité à guérir. Le stoïcisme est brutalement honnête ici. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui est déjà arrivé. Tu ne peux pas réécrire le mal, mais tu peux décider si tu continues à hypothéquer ta paix en échange d'une amertume répétée.
Le ressentiment est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères jamais ce que tu as perdu. Et plus tu investis, plus il devient difficile de sortir. Tu n'as pas besoin de te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal, ni d'accepter sa version des faits, mais tu as la responsabilité de cesser de contaminer ton présent avec un passé qui ne change pas. Personne ne viendra te demander de lâcher le ressentiment. Personne ne te remettra une clôture parfaite. Cette clôture, tu dois la construire toi-même en te refusant à continuer à payer des intérêts pour une dette qui ne t'appartient pas de porter éternellement. S'accrocher au ressentiment, c'est se refuser la possibilité d'une vie plus légère. C'est comme marcher avec des pierres dans les poches et se plaindre de la fatigue. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que le ressentiment te donne de la force ou de la clarté, qu'il te garde alerte pour ne pas retomber. Ce qu'il réussit, c'est de déformer tes relations futures et de te durcir de l'intérieur. Tu deviens moins confiant, moins ouvert, plus réactif et moins capable de voir le présent sans le filtre de la suspicion. L'autre ne porte pas ton ressentiment, c'est toi qui le portes, tous les jours, et il n'y a aucune vertu là-dedans. Certains disent que le pardon est pour les faibles, mais la vérité est qu'il faut plus de courage pour lâcher le passé que pour continuer à le ruminer. Lâcher le ressentiment est un acte de force. Le maintenir est une faiblesse déguisée en fierté. Choisis de quel côté tu veux être. Ce que tu ne lâches pas te contrôle. La douleur a peut-être été réelle, mais la perpétuer est une décision que tu prends chaque jour. Ne demande pas la paix tant que tu continues à alimenter l'amertume avec tes pensées. Ta sérénité ne dépend pas du fait que l'autre se repente ou te demande pardon. Elle dépend de ta capacité à cesser de t'enchaîner à ce que tu ne peux plus changer. La liberté commence le jour où tu cesses de justifier ton ressentiment et décides, une bonne fois pour toutes, de vivre sans ce poids inutile. Ta dignité ne se mesure pas par les blessures que tu conserves, mais par ta capacité à lâcher ce qui te détruit. Le ressentiment n'est jamais justice, c'est juste un piège qui te vole le présent. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à traîner cette chaîne ou la briser et avancer. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. 6. Arrête de vivre pour plaire au regard des autres. Vivre pour plaire aux autres est une forme lente de suicide psychologique. C'est la vérité que presque personne ne veut entendre, car l'admettre implique d'accepter qu'une grande partie de ton énergie quotidienne n'est pas utilisée pour toi, mais pour soutenir une identité qui n'est pas la tienne. Le mécanisme est brutal. Tu ajustes ton comportement, tes mots et même tes rêves pour correspondre aux attentes des autres, entraînant un muscle d'autonégation qui finit par atrophier ton authenticité. Tu le fais presque sans t'en rendre compte, car l'approbation des autres fonctionne comme une drogue. Au début, elle te procure du soulagement et un sentiment d'appartenance, mais bientôt elle exige des doses de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que tu ne sais pas qui tu es sans cet applaudissement extérieur. Tu deviens expert dans la lecture des gestes, l'anticipation des critiques, l'adaptation de ton ton pour ne pas déranger, mesurant chaque mouvement avec le thermomètre de l'acceptation. Ce qui semble être une adaptation est en réalité un renoncement silencieux à ton autonomie. La racine de ce schéma est souvent enfouie dans une croyance profonde, que la valeur personnelle dépend de la façon dont les autres te regardent, de s'ils te valident, de si tu t'intègres dans la narration collective. C'est une dette émotionnelle que l'on commence à payer dans l'enfance et qui, si tu ne la remets pas en question, t'accompagne jusqu'au dernier jour. La peur du rejet se transforme en une boussole déformée. Elle dirige tes pas, tes décisions, tes priorités. Tu commences à sacrifier ce que tu veux vraiment pour éviter le jugement ou la désapprobation. Et chaque fois que tu cèdes un peu de toi pour plaire, tu renforces la conviction que tu n'es pas suffisant par toi-même. Le résultat est prévisible. Insécurité chronique, anxiété sociale, auto-exigence constante. Le prix caché de vivre pour les autres est que tu deviens un étranger dans ta propre vie. Et cette aliénation interne ne se résout ni avec plus d'applaudissements, ni avec de nouveaux masques. La paradoxe
et que plus tu t'efforces de plaire, moins tu te sens authentique et plus tu t'éloignes de ton centre. L'opinion des autres devient un filtre qui déforme ta perception de ce dont tu as besoin ou ce que tu mérites. Tu commences à prendre des décisions en fonction de ce qui est attendu et non de ce qui te construit. L'épuisement est réel. La dépendance aux regards extérieurs crée une fatigue invisible, une lassitude émotionnelle qui ne se répare pas avec du repos physique. Le stoïcisme le dit clairement. Ta dignité ne dépend d'aucun tribunal extérieur, et si tu remets le gouvernail de ta vie aux opinions des autres, tu te condamnes à dériver. La liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi. C'est la ligne qui sépare la maturité superficielle de la véritable maturité. Rompre ce cycle exige une brutalité d'honnêteté. Je ne parle pas d'indifférence ni d'arrogance, mais d'un acte de courage intime. Oser valider ta vie sans demander la permission au monde. Cela implique de supporter les regards de désapprobation, de tolérer l'inconfort de ne pas s'intégrer dans tous les espaces, d'accepter qu'il y aura des gens qui ne t'aimeront pas ou qui te critiqueront même. Mais c'est le prix que tu paies pour retrouver ton intégrité. Personne ne se souvient avec tendresse de ceux qui ont toujours plu, mais on respecte ceux qui ont vécu fidèles à eux-mêmes, même s'ils dérangeaient. La dépendance à l'approbation est une corde invisible qui t'attache à la médiocrité émotionnelle. Plaire à tout le monde, c'est te trahir toi-même. Si tu cherches vraiment la paix, tu devras supporter l'inconfort de ne pas être compris par tous. La véritable autorité sur ta vie est interne. Elle se construit avec chaque décision que tu prends sans attendre d'applaudissements. Le temps que tu passes à plaire est du temps que tu voles à ton authenticité. La maturité consiste à cesser de négocier ton essence pour des miettes d'acceptation. Laisse de côté le regard des autres. C'est seulement ainsi que ta vie commence à t'appartenir vraiment. 7. Remets en question les histoires qui te limitent. Tu te réveilles un lundi et avant même de te lever, ton esprit a déjà commencé à réciter un vieux scénario. Je ne suis pas aussi compétent que je devrais l'être. Il est déjà trop tard pour changer. Je suis sûr que quelque chose va mal se passer aujourd'hui. Je ne suis pas fait pour ça. Tu prépares ton petit déjeuner, mais le dialogue intérieur ne s'arrête pas. Tu interprètes chaque geste des autres comme un signe de désapprobation. Tu répètes mentalement de vieilles erreurs. Tu anticipes des problèmes qui n'existent pas encore. Au fur et à mesure que tu avances dans la journée, chaque opportunité d'agir, de dire ce que tu penses ou d'essayer quelque chose de nouveau est filtré par la même narration automatique. Il ne s'agit pas seulement de peur ou d'insécurité, ce qui dirige réellement tes actions est un ensemble d'histoires que tu répètes depuis des années, presque sans t'en rendre compte. Ces histoires qui ne sont pas nées avec toi, mais que tu as adoptées par héritage familial, expériences douloureuses ou messages sociaux, fonctionnent comme un filtre qui déforme à la fois ce que tu vois de toi et ce que tu crois possible pour ta vie. Le problème est que, tant que tu ne les remets pas en question, ton esprit continue d'agir comme si c'était des certitudes absolues. Analyser ce mécanisme est inconfortable mais nécessaire. La plupart des croyances limitantes ne surgissent pas d'un coup, elles s'installent petit à petit, parfois pour te protéger d'une douleur, d'autres fois parce que quelqu'un t'a convaincu que ce n'est pas pour toi ou que, à ton âge, on ne change plus. Chaque fois que tu as accepté ces phrases sans les soumettre au doute, tu as renforcé une sorte de contrat mental. Tu te prohibes d'essayer, tu te punis de désirer, tu te résignes à vivre à moitié. Le résultat est prévisible. Ta marge d'action se réduit, ta créativité s'atrophie et la vie devient un scénario déjà écrit où tu ne répètes que ce que tu dois être. Ici, le stoïcisme est radicalement clair. Tu ne peux pas transformer ce que tu n'oses pas remettre en question. Si tu n'examines pas les histoires qui opèrent dans ton arrière-plan mental, tu deviens l'acteur d'une pièce que tu n'as pas écrite, mais dont tu peux réécrire la fin. Le poids réel de ces narrations ne réside pas dans leurs mots, mais dans les décisions qu'elles conditionnent. Elles ne te privent pas seulement de possibilités externes, mais de ton droit à décider qui tu es aujourd'hui, au-delà de ce que tu as été ou de ce qu'on t'a dit que tu serais.
L'adulte qui vit sans réexaminer ses croyances avance avec un sac à dos rempli de « je ne peux pas, je ne mérite pas, ce n'est pas mon moment ». Et le pire, il ne se rend même pas compte qu'il pourrait laisser ce fardeau à tout moment. Remettre en question les histoires qui te limitent n'est pas un acte de rébellion adolescente, c'est une stratégie de survie mentale. C'est le pas qui sépare la vie prévisible de la vie authentique. Le processus est inconfortable car il exige de l'honnêteté. Identifier quelles phrases, quelles croyances, quelles étiquettes tu traînes et surtout, décider si elles te servent vraiment aujourd'hui. Tu n'as pas à continuer à payer le prix d'une histoire ancienne. En fait, chaque fois que tu oses défier une croyance limitante, par exemple, essayer quelque chose que tu craignais, dire ce que tu n'as jamais dit, cesser de cacher ton désir de changement, tu récupères un fragment de liberté que tu avais hypothéqué. Tu n'es pas ton passé, tu es ce que tu décides de remettre en question aujourd'hui. C'est la ligne de démarcation entre la maturité automatique et la maturité consciente. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ton histoire, mais de démonter les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. La plupart des limites sont internes, pas externes. Tu ne peux te transformer que si tu oses regarder en face la structure mentale qui te maintient petit. Remettre en question n'est pas détruire, c'est choisir. Demande-toi si chaque histoire que tu te racontes te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu désires. Tout changement réel commence au moment où tu cesses d'obéir sans réfléchir. Les histoires que tu n'examines pas deviennent ta prison. Celles que tu oses réviser peuvent devenir ton élan. Tu ne dois de loyauté à aucune narration qui t'épuise ou te freine. Ta liberté commence le jour où tu remets en question ton scénario intérieur. C'est ça, mûrir vraiment. 8. Fais de la place pour ta paix intérieure. Je vais être honnête. Il y a des jours où tout ce que je veux, c'est une minute de pause. Mais même dans ces moments-là, je n'arrive pas à éteindre l'inertie mentale. Je m'assois dans le fauteuil, je mets le téléphone de côté, j'essaie de respirer profondément. Mais tout de suite, ma tête commence à passer en revue ce qui manque, ce qui a mal tourné, ce qui pourrait exploser à tout moment. Le corps semble immobile. Mais à l'intérieur, c'est comme si j'étais assis sur un volcan de pensées qui ne s'éteignent jamais. Même lorsque l'environnement est silencieux, l'esprit ne s'arrête pas. Le front reste froncé, les épaules tendues, une gêne sourde installée dans la poitrine. C'est inconfortable de l'admettre, mais la véritable paix n'apparaît pas simplement parce que la journée est terminée ou parce que la maison est devenue silencieuse. Il y a une sorte de suroccupation interne, une habitude de remplir chaque espace avec des tâches à faire, des analyses et des répétitions. Ce n'est pas seulement le bruit extérieur, c'est l'impossibilité apprise d'être en paix avec soi-même, même lorsque le monde n'exige rien à cet instant. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que la paix intérieure n'est pas un état qui arrive simplement parce que tu décides de te reposer ou parce que l'environnement devient favorable. C'est un espace que tu dois construire activement, comme quelqu'un qui nettoie une pièce encombrée d'objets accumulés pendant des années. Chaque petite charge mentale dont nous avons parlé auparavant, la comparaison, le contrôle, les relations toxiques, le perfectionnisme, le ressentiment, l'obsession du regard des autres, laisse des traces, des résidus qui restent collés au fond de ta conscience. Et il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Le corps le manifeste par des gestes minimes, dans la façon dont tu serres les dents ou dans l'insomnie qui s'infiltre quand tu as le plus besoin de repos. L'entraînement à la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité fonctionnelle. Si tu ne chasses pas délibérément ces résidus, l'anxiété devient ton état naturel, et même le meilleur conseil du monde ne parvient pas à dissiper le malaise. Commence par observer, presque comme si tu étais un étranger regardant ta propre scène. Comment es-tu assis quand tu penses que tu devrais être détendu? Que fait ton visage quand tu essaies de te déconnecter? Combien de temps passe-t-il avant que tu cherches un écran, une tâche, une distraction pour éviter de rester seul avec ce que tu ressens? Le manque de calme n'est pas aléatoire. C'est le résultat d'années d'entraînement de ton esprit à sauter d'inquiétude en inquiétude.
Le stoïcisme est brutal à ce point. Si tu ne fais pas de place pour la sérénité, personne ne viendra te l'apporter. Elle ne s'infiltre pas d'elle-même entre les obligations, ni ne se donne par accumulation de réussite. Elle se cultive comme une pratique inconfortable au début, car elle te confronte à tout ce que tu as évité. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité d'être avec soi sans fuir, de maintenir le pouls interne, sans avoir besoin que tout soit résolu. Fais l'expérience, éteins le téléphone, assieds-toi droit, respire et observe ce qui apparaît en premier dans ton esprit. L'inconfort initial est la preuve de combien tu as négligé cet espace. Ce qui surgit, anxiété, ennui, frustration, peur, n'est pas l'ennemi, mais la matière première à travailler. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu permets à ces contenus de passer sans rester collés, tu ouvres un petit espace dans la saturation mentale. Tu n'as pas besoin de vider ta tête de pensée, c'est presque impossible, mais tu peux arrêter de nourrir l'impulsion automatique de sauter à la prochaine tâche. Le silence intérieur est un muscle qui s'atrophie par manque d'utilisation. Il faut l'entraîner comme n'importe quelle autre compétence vitale. La paix se construit, elle ne s'attend pas. C'est le point clé. Si tu ne décides pas chaque jour de faire de la place à l'intérieur, les vieilles charges occupent chaque recoin. Ne cherche pas la paix dans la prochaine réussite, ni ne te trompe en pensant qu'elle viendra d'elle-même avec l'âge. La paix est le résultat de lâcher prise, de nettoyer et de protéger ton espace mental avec la même discipline que celle avec laquelle tu prends soin de ton corps ou de ton travail. Celui qui apprend à faire de la place pour la paix apprend à vivre avec moins de peur et plus de présence. Ce n'est pas une récompense, c'est une décision quotidienne. Cela, et seulement cela, est ce qui te permet de te tenir au milieu du chaos. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ce n'est pas un hasard si la première voix que tu entends chaque matin est la tienne. À cet instant, juste avant que le monde ne t'entraîne avec ses exigences et ses urgences, ton esprit est ouvert, vulnérable et prêt à absorber tout ce que tu lui donnes. Ce que tu choisis de te dire dans ces premières minutes n'est pas seulement un rituel sympathique d'auto-assistance, c'est un acte de défense psychologique, d'entraînement mental et de discipline émotionnelle. Si tu commences la journée en répétant des idées de défaite, d'insuffisance ou d'anxiété, ce sera la base sur laquelle se construiront le reste de tes décisions. Personne d'autre ne fera ce travail intérieur pour toi. Personne ne te sauvera de tes propres pensées. La réalité est claire. Ce que tu te dis le matin peut être le poids qui te tire vers le bas ou l'élan qui te soulève. Les stoïciens le savaient, et c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit comme on entraîne un muscle. Avec intention, avec rigueur, sans concession à la paresse mentale. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Cette phrase n'est pas seulement une sagesse des livres anciens, c'est un mécanisme de survie mentale. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 affirmations, dures et directes, qui peuvent changer la façon dont tu filtres la vie. Nous ne sommes pas ici pour adoucir la réalité, ni pour nier le choc des difficultés, mais pour apprendre à répondre avec force, avec présence et sans auto-illusion. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta première pensée. C'est là que commence la véritable transformation. 1. Choisis ta première pensée du jour. La plupart des gens commencent la journée en mode automatique, laissant leur esprit être dicté par la première pensée qui apparaît, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est la dure vérité. Chaque matin, tu te lèves et tu laisses ta première pensée être dictée par la fatigue, par une préoccupation, par une dette émotionnelle que tu ne reconnais même pas. Ainsi, tu as déjà perdu le premier round de la journée avant même de te laver le visage. C'est le mécanisme qui te maintient attaché à de vieilles versions de toi-même. Car si tu ne choisis pas ta première pensée, d'autres le feront pour toi. Tes peurs, tes vieilles habitudes,
tes insécurités, l'opinion de quelqu'un qui ne te respecte même pas. Ce n'est pas un détail mineur, c'est là que commence la fracture de ton caractère ou sa reconstruction. Et si tu décides de continuer avec l'excuse de « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que je me suis réveillé toute ma vie », alors assume que ta vie restera la même, car il n'y a pas de changement réel sans inconfort initial. Arrête d'attendre que la motivation apparaisse toute seule. Personne ne se réveille motivé tous les jours, mais tu peux te réveiller avec détermination. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire et à admirer, c'est un entraînement mental et émotionnel qui commence à cet instant silencieux avant toute distraction externe. Choisir ta première pensée du jour n'est pas une tâche mineure, c'est le premier acte de souveraineté sur ton propre esprit. Marc Aurèle le savait, la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Si tu ouvres les yeux et que la première chose que tu te dis est « encore la même chose, je ne vais pas y arriver, quelle fatigue », alors ce filtre déforme tout ce qui suit. C'est comme si tu programmais ton système d'exploitation pour l'échec avant même d'essayer. Vas-tu vraiment continuer à donner ce pouvoir à l'inertie mentale? La personne qui prend les rênes est celle qui se regarde en face et décide « aujourd'hui, je vais semer une idée différente », non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Chaque jour est un investissement ou une dette, et le solde, c'est toi qui le paies. La neuroscience le confirme, répéter des schémas négatifs renforce les voies neuronales de l'anxiété et de la résignation. Mais si tu choisis consciemment ta première pensée, même si cela te coûte au début, tu commences à tailler un nouveau chemin. Je ne parle pas de magie, je parle de travail réel. Personne ne va te sauver de tes propres automatismes. Si tu n'es pas prêt à faire cet effort initial, alors accepte que le reste de la journée sera une répétition de ce que tu connais déjà. Choisis une affirmation qui te défie et te sorte de la léthargie. Aujourd'hui, je choisis ma réponse. N'attends pas de te sentir prêt, car c'est un autre piège mental. Rends-le inconfortable. Rends-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne une habitude. C'est la porte d'entrée vers toute transformation réelle. Si tu ne prends pas le contrôle de ta première pensée, ton esprit continuera d'être un territoire occupé. Et ce que tu ne gouvernes pas, te gouverne. 2. Ta réponse définit ton cap quotidien. Tu te réveilles et à peine ouvres-tu les yeux, tu as déjà un petit dilemme entre les mains. Le réveil sonne, la chambre est encore dans l'obscurité et pendant un instant, il n'y a que toi et l'envie de remettre à plus tard le début de la journée. Le corps cherche le confort, l'esprit veut négocier 5 minutes de plus et c'est là que se présente le premier véritable carrefour. Ce n'est pas un détail insignifiant. C'est le premier moment où la réponse que tu choisis définit la direction de ce qui suit. Te lèves-tu avec détermination ou cèdes-tu au pilote automatique? Ce choix, si quotidien qu'il semble trivial, est en réalité ta première déclaration d'intention au monde et surtout à toi-même. Personne d'autre n'entend ce dialogue, mais c'est là que commence à se façonner le caractère ou à se perpétuer l'inertie habituelle. Ce que nous ne reconnaissons souvent pas, c'est que nous ne sommes pas responsables de tout ce que nous pensons, mais nous le sommes de la façon dont nous répondons à ces pensées. L'habitude est de se plaindre mentalement, d'anticiper le pire, ou de se laisser entraîner par la sensation que la journée a déjà commencé en pente. C'est un vieux réflexe, une habitude que tu as apprise et répétée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Mais chaque matin, ce mécanisme peut être interrompu si tu choisis de répondre différemment, même si au début, cela te semble inconfortable et même forcé. Répondre n'est pas la même chose que réagir. La réaction est automatique, la réponse est choisie. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de feindre l'enthousiasme, ni de nier la difficulté, mais de se rappeler que ta première décision authentique de la journée est interne, silencieuse, mais a un poids énorme. Lorsque tu reconnais que tu as ce pouvoir, même s'il ne s'agit que d'une petite réponse initiale, quelque chose bouge en toi. Nous ne parlons pas de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de choisir ton attitude face à ce que tu dois vivre aujourd'hui.
Ce que tu répètes devient ton reflet. Si chaque matin tu te permets d'affirmer, même avec une voix tremblante, « Je choisis ma réponse », tu commences à affaiblir les chaînes de l'habitude et à renforcer la musculature mentale qui te permet de résister à la pression de la vie quotidienne. Répondre de manière consciente est un acte de responsabilité envers toi-même, c'est te dire « Je ne suis pas l'otage de mes impulsions, ni de mes pensées automatiques ». Dans cet espace bref, entre stimulus et réponse, se joue bien plus que l'humeur du jour, se joue ta liberté. Accepter que ta réponse définit ton cap, c'est abandonner le confort de la victime et assumer l'inconfort de l'autonomie. La vie va toujours apporter des défis, du découragement, des nouvelles inattendues, voire des déceptions. Mais la réponse que tu choisis face à chacun de ces moments est ce qui, au final, additionne ou soustrait à ton intégrité personnelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ni de te tromper avec un optimisme superficiel. C'est un travail réel et c'est aussi un engagement quotidien. Ta réponse t'appartient et personne ne peut te ravir cet acte de souveraineté intérieure. Celui qui apprend à répondre apprend à diriger sa journée. La réponse est le gouvernail de ta vie. Ne laisse pas l'automatique décider pour toi. 3. Trouver l'opportunité dans l'inconfort. Je vais te confesser quelque chose qui ne sonne sûrement pas bien à admettre en public. Souvent, face à l'inconfort, la première chose que je fais est de chercher comment m'échapper. Peu importe s'il s'agit d'une conversation difficile, d'une erreur exposée ou de la sensation physique de fatigue. La réaction initiale est d'essayer de l'esquiver, de chercher une distraction, d'inventer une justification pour retarder la rencontre avec cet inconfort. Mais si l'on prend le temps d'analyser, cet élan de fuite a un prix. Chaque fois que je choisis d'éviter l'inconfort, je renforce un mécanisme mental qui donne plus de pouvoir à l'inconfort lors de la prochaine occasion. C'est comme si, au lieu de résoudre une dette interne, tu la refinançais chaque jour et que les intérêts devenaient de plus en plus élevés. Le résultat, ta tolérance à la frustration s'affaiblit. Ta capacité à t'adapter se réduit et, sans t'en rendre compte, tu deviens otage de n'importe quelle circonstance défavorable. Ce n'est pas une question de pure volonté, c'est un schéma qui se consolide au niveau neuronal. Un chemin rapide que ton cerveau préfère parce qu'il économise de l'énergie, mais à long terme, cela te rend plus faible face à n'importe quel défi. Si nous le décomposons, l'inconfort est un signal, pas une punition. C'est la notification interne que tu sors d'un mode automatique, que quelque chose est sur le point de bouger ou de se briser dans tes vieilles habitudes. Si tu ne le vois que comme un obstacle, tu perds le message qu'il apporte. Chaque fois que tu fais face à l'inconfort et choisis de ne pas fuir, tu entraînes une partie de toi que tu n'utilises presque jamais. La croissance n'est pas un cadeau. C'est le résultat de t'exposer délibérément à l'inconfort et de rester là suffisamment longtemps pour que ton esprit et tes émotions s'adaptent. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie sans douleur, ni dégagé de difficultés. Ce qu'il offre, c'est une manière de réinterpréter ce malaise. Marc Aurèle n'a pas écrit depuis le confort, mais depuis la pression quotidienne de gouverner un empire et de faire face à l'incertitude constante. La phrase « c'est ici que se trouve la croissance » n'est pas une fantaisie motivationnelle, c'est une stratégie. Si tu associes ton moment de plus grand inconfort à l'opportunité de te renforcer, tu transformes le sens même de l'expérience. Ce que tu évites par peur finit par grandir en silence. Ce que tu affrontes avec courage devient une ressource. La neuroscience le confirme. Chaque fois que tu choisis de rester et de répondre de manière consciente face à l'inconfort, ton cerveau crée de nouvelles connexions qui rendent plus facile la répétition de ce comportement à l'avenir. Mais maintenir cet engagement nécessite de se rappeler chaque matin que l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le terrain où tu sèmes des capacités. La plupart des gens veulent s'améliorer, mais presque personne ne veut être inconfortable. Accepte cela. La croissance se paie en inconfort. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, ne te trompe pas en espérant des résultats différents. Le muscle de la résilience s'entraîne sur un sol difficile.
C'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui ne désirent que. Chaque fois que tu choisis de rester un peu plus dans cette zone où ce n'est plus toi qui commande, mais l'inconfort, tu envoies à ton esprit le message le plus puissant. C'est ici que je me renforce. C'est ici que je grandis. 4. Prends en compte ce qui se passe ici et maintenant. Il y a des moments où l'esprit ressemble à une salle d'attente mal éclairée. Des horloges qui avancent sans hâte, des murmures de souvenirs qui entrent et sortent par la porte entrebâillée, des yeux qui cherchent à se distraire de tout, sauf de ce qui se passe à cet instant précis. Le présent ne crie jamais, il chuchote à peine, et il a tendance à rester en arrière-plan pendant que l'attention se tourne vers les tâches que tu n'as pas accomplies hier ou vers les craintes de ce qui pourrait se passer demain. Mais le seul endroit où tu peux déplacer une seule pièce de ta vie est ici, sur ce plateau qui se déploie sous tes pieds en ce moment même. La plupart des gens vivent la journée comme s'ils n'étaient que des spectateurs de leur propre passage. Ils regardent leur téléphone pendant que le café refroidit, passent en revue mentalement la discussion de la nuit précédente en se brossant les dents, ressentent le pouls accéléré par des tâches futures pendant que le présent se dissout, invisible. Arrête-toi une seconde. Observe tes mains. Sens le poids de ta respiration dans ta poitrine. Le corps est ici, mais l'esprit s'échappe encore et encore. Prendre le contrôle du moment nécessite une décision inconfortable. Cesser de chercher refuge dans le passé ou le futur et prêter attention, avec toute l'attention possible, à ce qui se passe à cette seconde précise. Ce n'est pas un acte grandiloquent, c'est un geste petit, presque imperceptible, mais radical. Le stoïcisme le traduit par une affirmation simple et brutale. Aujourd'hui est ce qui compte le plus. Non pas parce que le passé est sans importance ou que l'avenir n'a pas de valeur, mais parce que c'est seulement dans ce fragment de temps que tu peux intervenir dans quelque chose de réel. Marc Aurèle écrivait ses méditations au milieu du bruit de l'Empire, s'accrochant à la discipline de ramener son esprit au maintenant, encore et encore, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui résiste. Rien ne change si ton esprit continue de fuir vers le prochain problème, ou s'il reste bloqué dans l'inventaire des vieux échecs. L'habitude de revenir au présent est l'une des formes les plus puissantes d'émancipation mentale. La présence est pouvoir, et celui qui la conquiert, même pour quelques secondes, commence à gouverner sa journée. Dans le quotidien, cela signifie remarquer la pression de tes pieds sur le sol en te levant, écouter le son de l'eau en te lavant le visage, sentir le tremblement initial de tes pensées sans les juger ni essayer de les modifier immédiatement. C'est ici que s'exerce l'art d'attendre. Ne te disperse pas avec des excuses ni avec le vertige de ce qui reste à faire. Si tu t'entraînes à revenir au moment, encore et encore, tu crées l'espace mental où les affirmations prennent réellement racine. Tu ne peux pas semer une nouvelle idée dans un terrain que ton esprit abandonne toutes les 5 secondes. Seul le présent est un terrain fertile. Le reste n'est qu'un paysage de fond. Si tu ignores cela, ta journée ne sera qu'une somme d'absence. Choisir de prêter attention à ce qui se passe ici et maintenant, c'est résister à l'inertie de la distraction. C'est affirmer « aujourd'hui, ici, aujourd'hui, maintenant, c'est là que je me transforme ». Personne ne peut le faire à ta place. 5. Reconnaissez votre valeur sans conditions externes. Personne ne doit vous valider pour que vous soyez précieux. C'est la vérité inconfortable que presque personne n'ose regarder en face. Si vous passez votre vie à supplier l'approbation des autres, vous cédez votre dignité par petites doses, vous devenez esclave des attentes d'autrui et vous vous condamnez à vivre comme une version diminuée de vous-même. Réalisez-vous le prix que vous payez chaque fois que votre valeur dépend d'un like, d'un regard, d'un commentaire, d'un résultat externe? Chaque fois que vous attendez le signal que vous êtes enfin suffisant, vous vous enchaînez à un mensonge qui ne fait qu'alimenter votre insécurité. Peu importe combien de réussites vous accumulez, combien d'applaudissements vous obtenez, si votre valeur est négociable selon l'humeur des autres, vous resterez vulnérable à tout mépris, à tout oubli, à toute critique.
Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Ce qui dépend de vous, c'est votre jugement sur vous-même, pas l'applaudissement ni le rejet venant de l'extérieur. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'une personne est déterminée par ce qu'elle se donne à elle-même, pas par ce qu'elle reçoit de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas le courage de vous soutenir lorsque personne ne vous applaudit, alors vous n'avez pas de caractère, juste un masque qui s'adapte à ce qui est opportun. Ne vous trompez pas, la validation externe est addictive et semblera toujours plus facile que de construire votre propre estime de soi à partir de zéro. Mais ce chemin vous vide, vous laisse à la merci de tout vent contraire. L'affirmation « je suis suffisant » n'est pas une phrase de développement personnel à répéter comme un perroquet. C'est un acte de rébellion contre la culture de la comparaison, l'exigence impossible et le piège de se sentir inférieur pour ne pas correspondre à des normes extérieures. Vous êtes suffisant, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que la dignité repose sur vos actions, sur vos valeurs, sur la capacité de regarder votre propre reflet et de reconnaître ce que vous valez même lorsque personne ne le voit. Si chaque matin vous permettez qu'une variable externe définisse votre estime de soi, vous vous condamnez à vivre dans un va-et-vient constant d'anxiété et de dépendance. Débarrassez-vous de ce fardeau. Cessez d'hypothéquer votre paix pour l'approbation de ceux qui ne connaissent pas vos combats. La neuroscience ne ment pas. Répéter l'idée que vous avez besoin de validation pour vous sentir précieux renforce les réseaux neuronaux de dépendance et de peur du rejet. Si aujourd'hui vous osez vous affirmer, même si la voix intérieure tremble, vous commencez à réécrire ce circuit. N'attendez pas que le monde vous reconnaisse. Reconnaissez d'abord votre propre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. La véritable estime de soi se construit dans le silence, dans les moments où personne ne regarde et où vous choisissez de ne pas céder à l'auto-attaque, au mépris ou à l'auto-apitoiement. Assez d'excuses. Votre valeur n'est pas négociable. Cessez de mendier reconnaissance. C'est une dette que vous n'avez pas besoin de porter. Si vous voulez vivre avec dignité, commencez par vous respecter avant quiconque. Le reste est accessoire. 6. Laisse aller ce que tu ne peux pas influencer. La vérité est celle-ci. La plupart des choses qui te volent la paix chaque jour sont hors de ta portée. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesseras de te fatiguer dans des guerres mentales impossibles à gagner. Il y a une partie de ton esprit qui insiste à croire que si tu t'inquiètes suffisamment, si tu y penses encore une fois, si tu analyses jusqu'à l'épuisement, tu pourras tordre la réalité à ta guise. Ce mécanisme est traître, il te convainc que t'inquiéter est la même chose que t'occuper, que penser sans relâche équivaut à résoudre, alors qu'en réalité, cela te confine dans une cage invisible d'impuissance et de frustration. Le besoin de contrôle est un piège subtil, construit sur la peur, peur de l'incertitude, peur du rejet, peur de perdre ce peu que tu crois avoir sécurisé. Et plus tu essaies de serrer le poing sur ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, l'avenir incertain, les résultats d'autrui, plus la sérénité s'échappe entre tes doigts. Le prix est élevé, anxiété constante, énergie perdue, une fatigue qui ne s'en va pas même avec des heures de sommeil. L'esprit se remplit de scénarios qui ne se produisent jamais, de dialogues imaginaires, de solutions pour des problèmes qui n'existent même pas encore. C'est ainsi que tu te détournes de ce que tu peux réellement influencer et que tu finis par hypothéquer ta tranquillité pour un contrôle qui n'a jamais été le tien. Ce n'est pas facile de lâcher prise, je le sais. Même maintenant, en le disant, je ressens l'impulsion de résister, d'argumenter que cette fois, je peux vraiment le changer, de croire que si je pense un peu plus, tout va s'imbriquer. Mais chaque fois que je m'accroche, je n'arrive qu'à augmenter le poids sur mes épaules. Reconnaître les limites n'est pas de la résignation, c'est un acte de brutale honnêteté envers soi-même. Il y a des choses qui t'affectent, mais qui ne t'appartiennent pas. Il y a des batailles qui ne te concernent pas. L'art est de distinguer la limite. Jusqu'ici va ma responsabilité, à partir d'ici, je lâche ce que je ne contrôle pas. Les enseignements stoïciens martèlent cette idée encore et encore.
Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes actions, ton jugement. Le reste, même si cela fait mal, il faut le laisser aller. Insister pour contrôler l'incontrôlable est une dette émotionnelle qui se paie en tranches d'anxiété. L'affirmation « je lâche le contrôle » n'est pas une reddition, c'est la plus haute expression de la sagesse pratique. C'est le rappel que ton énergie est finie et mérite d'être investie uniquement là où elle fait la différence. Lorsque tu parviens à lâcher prise, même d'un millimètre, tu récupères de l'espace mental pour mieux répondre à ce qui compte vraiment. Lâcher prise ne signifie pas ignorer. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est et choisir où tu as le pouvoir d'agir. C'est le fondement de la paix intérieure. Laisse aller ce qui ne dépend pas de toi. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Tant que tu ne l'intériorises pas, tu resteras otage de chaque variable extérieure. Souviens-toi de cela. Ta liberté commence là où s'arrête l'obsession de contrôler. 7. Répète pour transformer ton esprit. Tu vas aux toilettes et tu te regardes dans le miroir pendant que l'eau coule dans le lavabo. À peine quelques minutes se sont écoulées depuis que tu as ouvert les yeux et tu peux déjà sentir la pression silencieuse des pensées automatiques. Les tâches accumulées, la fatigue qui ne s'est pas dissipée, le doute sur ta capacité à être à la hauteur aujourd'hui. C'est le scénario le plus courant, pas besoin de l'embellir. Nous, tous, à des degrés divers, évoluons dans ce circuit répétitif d'idées qui se réactive chaque matin avant que nous prenions une décision consciente. C'est ici que commence le véritable travail mental, car ce que tu dis ou ce que tu gardes pour toi à cet instant devient la graine de ce que tu vas récolter durant la journée. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu penses, mais de ce que tu répètes. L'esprit apprend par répétition, pas par inspiration momentanée. Si chaque matin tu te répètes la même chose que la veille, les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes phrases de frustration, tu renforces un circuit neuronal qui fait que ta réaction automatique est toujours de revenir au point de départ. Et ce point, si tu ne le choisis pas, tu l'hérites de ta version la plus faible. En décomposant la mécanique, ce que tu répètes est ce que ton esprit finit par croire, même si au début tu ne le ressens pas comme authentique. C'est le pouvoir brutal de la répétition. Elle transforme le doute en certitude, la peur en habitude, la résignation en une sorte de refuge mental. Mais il en va de même à l'envers. Lorsque tu choisis de faire de 5 affirmations ton encre quotidienne, tu ne joues pas à l'optimisme naïf, mais tu installes un nouveau système d'exploitation. Les affirmations ne sont pas des sorts ni des placebos. Ce sont des instructions directes au cerveau qui, par pure insistance, commencent à façonner de nouvelles routes. Le processus est inconfortable, car l'esprit va toujours préférer le chemin déjà emprunté, mais la neuroscience est claire. Ce que tu répètes avec intention déplace, peu à peu, ce qui semblait auparavant inévitable. C'est ainsi que fonctionne la reprogrammation mentale. Cela ne dépend pas de te sentir motivé, mais de t'engager dans une pratique quotidienne, même lorsque tout ton corps et ton dialogue intérieur te demandent de revenir en arrière. Les conséquences de ne pas le faire sont évidentes. Tu vis séquestré par des schémas que tu n'as même pas choisis. Tu répètes des réactions qui t'ont déjà coûté cher et tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais si tu décides d'installer un nouveau discours intérieur en choisissant chaque jour des affirmations qui renforcent ton pouvoir, ta présence et ton autonomie, alors le circuit commence à se fracturer. Ce que tu répètes te façonne. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a une stratégie. Décide quelles seront les 5 phrases qui vont occuper cet espace fertile du matin, insiste sur elles même si elles semblent vides au début, et observe comment, avec le temps, tes réponses face à la vie cessent d'être les mêmes. Le véritable changement ne se produit pas en un seul acte héroïque, mais dans la constance silencieuse de ce que tu choisis de répéter quand personne ne te voit. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Répète pour transformer ton esprit. C'est ce qui différencie celui qui se résigne de celui qui se réinvente. 8. Parle-toi comme un allié. Je vais être brutalement honnête.
Pendant longtemps, mon dialogue intérieur ressemblait plus à une tranchée hostile qu'à un espace sûr. Je me réveillais, et avant même de sortir du lit, je recevais déjà des instructions d'une voix intérieure qui ne pardonnait aucune erreur, qui passait en revue chaque défaut avec la précision d'un chirurgien, et qui, si je commettais la moindre faute, en faisait une sentence. Personne ne le remarquait, mais pendant que je me lavais le visage ou que je m'habillais, cette voix était capable de me charger d'un poids invisible qui déformait tout ce que je voyais à l'extérieur. C'était comme avancer chaque matin avec un sac à dos rempli de pierres que j'avais moi-même mises là, juste par habitude. Et le plus absurde, c'est que je ne réalisais pas que ce traitement implacable n'était pas une sorte de discipline, mais une forme de sabotage silencieux. Cela devient presque un réflexe automatique. Tu te trompes et tu t'appelles maladroit. Tu ressens de la peur et tu te reproches de ne pas être plus fort. Tu as un doute et tu t'accuses d'insécurité. Ainsi, sans t'en rendre compte, chaque phrase intérieure devient une graine de méfiance qui fleurit au cours de la journée. Observer ce mécanisme, avec tous ses détails, est inconfortable. Ce n'est pas facile d'admettre que souvent tu es ton propre ennemi, que le pire juge n'est pas les gens là dehors, mais cette voix qui ne se repose jamais et qui semble prendre plaisir à énumérer tes manques. Il y a de petits gestes qui le trahissent, le froncement de sourcils devant le téléphone après avoir lu un message, la respiration contenue quand tu doutes de faire ce qu'il faut, la mâchoire serrée quand tu te rappelles une ancienne erreur. Ces signaux physiques sont la preuve d'une conversation interne qui, si tu ne la corriges pas, te vole de l'énergie vitale avant même que la journée ait commencé. Et la vérité, c'est que personne ne va arrêter ce cycle pour toi. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ni de promettre que demain tu seras plus gentil avec toi. Il faut un acte délibéré de conscience. Tu dois commencer à te parler comme un allié, pas comme un procureur. Il ne s'agit pas de te mentir, ni d'inventer une version parfaite de toi-même, mais d'entraîner l'habitude de te dire des mots qui ajoutent, pas qui soustraient. Te parler comme un allié signifie reconnaître les erreurs sans condamnation, te pousser à t'améliorer sans mépris, te rappeler tes capacités même si la voix automatique insiste sur le contraire. Tu ne peux pas attendre que la confiance apparaisse si le discours que tu répètes chaque jour est celui du châtiment. La neuroscience montre que chaque fois que tu choisis consciemment des mots de soutien et non d'attaque, ton cerveau reconfigure ses connexions, affaiblit les circuits de l'auto-attaque et renforce ceux de la résilience. Chaque phrase bienveillante et réaliste que tu te dédies est une brique dans la construction de ta force mentale. Regarde-toi dans le miroir et observe tes gestes. Ce que tu te dis là, t'aiderait-il à résister à une journée difficile ou te prépare-t-il simplement à trébucher à nouveau? Les mots que tu choisis sont les outils avec lesquels tu élèves ou détruis ton propre moral. Fais de ton dialogue intérieur un refuge où tu peux te reposer, même si le monde extérieur est un terrain hostile. Ce que tu te répètes en privé forge ton caractère en public. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que la vieille voix de la critique apparaîtra, remplace-la par celle d'un allié. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Te parler comme un allié, c'est cesser d'être ton propre obstacle et commencer à être ta plus grande ressource. 9. Ne nie pas la douleur, dirige ta réaction. Il y a des douleurs qui ne se laissent pas ignorer, comme un impôt émotionnel que la vie te prélève chaque fois que tu essaies de faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de souffrance poétique ni de peine décorative. Je parle de ce poids sourd qui t'écrase la poitrine dès que tu fais face à une perte, une trahison ou un échec qui ne s'efface pas avec des phrases toutes faites. Et c'est ici que la plupart échouent avant même d'essayer de lutter. Car le premier réflexe est de dissimuler, d'embellir ou de fuir cette douleur, comme si la cacher derrière un sourire ou se distraire allait l'éliminer. Mais il n'y a pas d'auto-illusion qui dure assez longtemps. Ce que tu nies te ronge de l'intérieur, et ce que tu réprimes finit par gouverner chaque réaction, chaque mot, chaque silence gênant dont tu ne comprends pas d'où il vient. Ne pas reconnaître la douleur ne te rend pas fort, cela te rend aveugle.
et l'aveuglement émotionnel est la recette parfaite pour répéter toutes tes erreurs. Enlève le masque de l'indifférence. Personne ne devient plus courageux en faisant semblant que ça ne fait pas mal. Le stoïcisme ne te demande pas d'être une roche insensible, mais d'apprendre à regarder la douleur en face et de cesser de la traîner comme une chaîne invisible toute la journée. La souffrance ne va pas s'évaporer parce que tu dis que ce n'est pas si grave. Tu n'es pas un héros en ingérant ce qui te fait mal, tu es un otage de ce mécanisme chaque fois que tu le caches. Ce qui fait mal, et le nier ne fait que le transformer en un ennemi plus fort, plus rusé, plus capable de te saboter quand tu t'y attends le moins. La douleur que tu ignores te gouverne. C'est la vérité brutale. Si tu continues à fuir, tu te condamnes à répéter le cycle. Tu anesthésies la douleur aujourd'hui et demain elle revient avec plus de force, car la seule chose que tu as entraînée, c'est l'évasion. Maintenant, voici le tournant important. Ressentir la douleur n'est pas la même chose que de se rendre à elle. Le stoïcisme exige de toi quelque chose de bien plus difficile que de nier ou de dramatiser. Il te demande de diriger ta réaction, d'utiliser cette inconfortabilité comme carburant et non comme excuse. Vas-tu vraiment continuer à utiliser la douleur comme prétexte pour justifier tes pires réponses ? Combien de temps vas-tu laisser une déception d'hier diriger ton attitude d'aujourd'hui ? C'est la partie inconfortable que personne ne veut entendre. La douleur est inévitable, mais ta réaction t'appartient et seulement à toi. Tu peux laisser cela te transformer en une version plus amère et réactive, ou tu peux décider ici et maintenant que tu vas répondre avec intégrité, avec sang-froid, avec un minimum de respect pour ta propre capacité de résilience. Ne contrôle pas la douleur, contrôle ta réponse. Cette phrase devrait être gravée à la porte de ton esprit chaque matin. La neuroscience le montre avec la même froideur. Quand tu décides d'affronter la douleur, de la reconnaître, de la nommer, puis de choisir consciemment ta réaction, tu crées de nouvelles voies neuronales qui te préparent à résister au prochain coup, au lieu que chaque blessure soit plus profonde que la précédente. Mais si tu préfères le chemin de la négation, tu renforces seulement le réseau de la peur et de l'évasion. Deviens adulte émotionnellement, une bonne fois pour toutes. Accepte la douleur, mais ne te mets pas à genoux devant elle. Utiliser la douleur comme excuse est la sortie facile, mais dirige ta réaction et tu verras comment chaque coup se transforme en leçon, pas en condamnation. Ici, il n'y a pas de place pour les auto-illusions. La douleur n'est pas négociable, ta réaction l'est. 10. Engage-toi chaque matin pour ton changement. Rien ne change si tu ne t'engages pas. C'est la vérité que personne ne veut entendre quand on parle de transformation personnelle. Tu peux lire des phrases, écouter des conseils, imaginer des futurs différents, mais si chaque matin tu ne décides pas une bonne fois pour toutes que tu vas porter le poids de ton propre changement, tout le reste n'est que bruit. L'engagement est inconfortable, car il t'oblige à regarder en face ce que tu as laissé de côté et à reconnaître que ta version d'aujourd'hui est la somme de tes choix les plus confortables. Le véritable conflit ne réside pas dans les obstacles externes, mais dans ce pacte silencieux que tu fais avec l'inertie chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais devoir transformer. Quand le réveil sonne, ton premier réflexe révèle le niveau d'engagement réel que tu as envers ton changement. Si tu choisis l'excuse facile, la journée est déjà hypothéquée. Si tu choisis l'affirmation, même si tu n'y crois guère, tu paies la première échéance d'une dette bien plus grande. T'engager chaque matin n'est pas un acte romantique ni grandiloquent. C'est accepter que le processus sera répétitif, parfois ingrat, presque toujours invisible. C'est le moment où tu décides de cesser de négocier avec tes anciens mécanismes mentaux et d'affirmer, même à voix basse, « Aujourd'hui, je choisis encore mon chemin ». Ici, il n'y a pas de témoins ni d'applaudissements. L'engagement est un contrat interne que seul toi peux signer et qui se renouvelle en silence, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Il existe un mécanisme psychologique que nous partageons tous, la tentation de l'auto-indulgence.
Elle se déguise en autocompassion, en fatigue justifiée, en promesse pour demain. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la croyance que tu peux reculer sans coup. Mais le prix existe, la confiance en soi s'érode et l'esprit apprend que tes mots pèsent peu. Ce que tu ne soutiens pas te soutient contre. C'est la sentence qui marque la différence entre la transformation et la résignation. Le véritable engagement dérange, car il exige une cohérence quotidienne, pas la perfection. Il y aura des jours où tu répéteras les affirmations par pure discipline, sans ressentir de changement. C'est justement là que se forge le caractère. L'esprit cherche des raccourcis, veut des preuves rapides, des résultats immédiats. Mais la neuroscience est claire, les nouveaux circuits se créent à force de répétition, et chaque répétition est un petit acte de foi. Le conflit interne surgit lorsque la vieille voix te demande des preuves et que la nouvelle à peine balbutie. C'est le moment de plus grand pouvoir, car rester est plus douloureux qu'avancer. Les croyances ne se transforment pas par inspiration, mais par un engagement soutenu. N'attends pas de te sentir prêt. L'engagement est de décider sans garantie, de choisir ton changement avant qu'il ne se remarque. La volonté vaut plus que l'émotion. Cette phrase, bien qu'elle fasse mal, est celle qui sépare celui qui se réinvente de celui qui ne le souhaite que. Engage-toi chaque matin, même si c'est entre doutes. Ce contrat avec toi-même est le seul investissement qui ne se dévalue jamais. Si aujourd'hui tu répètes l'affirmation, si aujourd'hui tu tiens ta parole, alors aujourd'hui tu as déjà changé quelque chose. Que personne ne te dise le contraire, l'engagement quotidien est le véritable muscle du changement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.